Vas-y. Bonjour Stéphane Lambert. Oui, bonjour Monsieur Luc Germain, bonjour les auditeurs d'RDI. Bien, pour mémoire, vous êtes ancien président du MEDEF, vous êtes toujours membre du conseil d'administration du MEDEF, vous êtes également membre du conseil d'administration de la Chambre de métier, expert comptable. Donc, à ce titre-là, vous êtes une des personnalités les mieux informées sur le volet qui nous occupe aujourd'hui, c'est le volet économique. Alors, première question avant d'aborder le fameux projet de loi. Pouvez-vous nous indiquer ce qu'il en est sur le terrain? Avez-vous des retours, autrement dit, quelle est la santé des entreprises, alors, par secteur, est-ce que c'est possible, et par région? Alors, où en est-on? Quels sont les retours sur le terrain? Les retours sur le terrain, ils sont assez disparates, puisqu'il y a des entreprises qui travaillent, des entreprises qui sont fermées, soit parce qu'elles devaient fermer, soit parce qu'elles ont décidé de fermer, on y reviendra peut-être. Et puis, il y a des entreprises qui tournent au ralenti pour deux raisons, soit parce que les salariés, certains ne peuvent pas être là pour des raisons de garde d'enfants ou d'autres raisons. Et puis des entreprises qui fonctionnent à petit régime parce que l'activité économique est à ralenti, les autres fournisseurs clients sont pas là, et puis ceux pour lesquels les consommateurs sont pas très nombreux, les commerces par exemple qui sont encore ouverts, mais pour lesquels il y a quand même moins de clients puisque les gens en appliquant les mesures font moins leurs courses qu'à l'accoutumée. Alors, il y a des secteurs plus exposés que d'autres. Je pensais notamment au transport. On voit bien que des taxis circulent toujours sous certaines conditions, des bus également. Quelle est la photographie pour vous aujourd'hui? En France, on estime que la baisse d'activité serait globalement de 30%. Est-ce que vous confirmez, est-ce que ça correspondrait à la Guyane? Je pense qu'on est plus que ça et qu'en France, c'est pas ce qu'on appelle la baisse d'activité, puisque l'activité, elle est économique, mais l'activité, elle est globale. L'éducation, c'est de l'activité. Et là, aujourd'hui, on n'a plus d'éducation, puisque les enfants sont à la maison depuis quelque temps. Mais si on est sur le champ plus économique disons, des entreprises, Oui, c'est le cas. Je pense qu'on a plus que 30% d'activités qui n'exercent pas, quoi. En Guyane, je pense qu'on a plus que ça. Je vois en passant le nombre de voitures sur les parkings des entreprises ou l'activité dans la zone collerie, il n'y a quand même pas beaucoup. On voit comme des voitures qui circulent, je pense, pour aller travailler aux heures le matin, le soir et un peu le midi. Mais je pense qu'on a plus que 30% de dégâts aujourd'hui, plus que ça. Et on a des métiers corollaires qui sont, je veux dire corollaires à ceux qui sont obligés de fermer. Les restaurants, par exemple, doivent fermer, ont fermé. Et les hôtels n'ont pas l'obligation de fermer, mais c'est bien clair que il y a plus personne dans les avions, il y a beaucoup moins d'avions, il y a peu ou pas de touristes, et que même le business, la résidence dans les hôtels pour l'activité économique, les Antillais qui venaient pour la semaine ici, ne sont pas là. Il y a des hôtels autour de la base spatiale qui sont vides, les Russes sont presque tous repartis ou vont repartir, et ainsi de suite. Donc on a des métiers qui sont lourdement impactés. Et voilà, le bâtiment a été très très hésitant sur j'ai le droit ou pas. Oui, je réitère que tout ce qui n'est pas interdit aujourd'hui, qui concerne essentiellement l'accueil du public, et doit travailler. C'est même pas peut travailler, mais doit travailler. Enfin, le gouvernement réinsiste lourdement sur cette obligation citoyenne de travailler. Enfin, ça pose problème, Stéphane Lambert. La Chambre de métier a mis en place un numéro vert. Combien avez-vous de sollicitations ou de contacts sur le terrain qui vous reviennent du terrain? Alors, moi, là, j'ai pas de retour de la Chambre. On a une réunion cet après-midi à 15h, donc j'en saurai plus à 15h30. Mais en tout cas, on a des retours sur la boîte mail spécifique qui a été ouverte. Et moi, en tant qu'expert comptable, je peux dire que j'ai énormément de sollicitations, de retours et d'échanges. Et on en est même à la saturation. Enfin, ça commence très tôt, des fois à 4h du matin jusqu'à pas d'heure pour échanger les informations. L'inquiétude est grande et surtout, d'un point de vue économique, et d'un point de vue santé, c'est évident, mais j'en parle pas, on le sait. Il y a une grande inquiétude et une grande incertitude. Aujourd'hui, on ne sait pas dans l'entreprise exactement ce qu'il faut faire. Coincé entre prendre soin de ses salariés et de sa propre santé en tant qu'indépendant ou chef d'entreprise, coincé par l'obligation pas très très claire de continuer à travailler,
Et puis aussi par l'absence de texte. On a beaucoup de déclarations de ministres aujourd'hui, mais on n'a pas de texte. Les seuls textes, les quelques arrêtés qui sont sortis, sont des arrêtés qui concernent la limitation de la circulation. Mais les textes ne sont pas sortis et c'est normal. Oui, mais enfin, Stéphane Lambert, on peut quand même considérer que les textes qui sont aujourd'hui en circulation, je pense notamment au Fonds de solidarité à 1500 euros, je pense aussi aux mesures de chômage partiel qui vont jusqu'à 4 fois le SMIC. On ne peut pas imaginer que les chefs d'entreprise qui prendraient ces dispositions aujourd'hui ne se verraient pas pris en charge par le dispositif. Je suis Ce que je veux dire pas. par là, Oui, c'est que ce qui a été mis en place, on peut. Alors, est-ce que vous considérez que les propositions du gouvernement qui vont très loin, qui balayent un spectre assez large sur les compensations des pertes, est-ce que vous estimez que l'on pourrait revenir ou remettre en cause ces dispositions? alors, très difficile de remettre en cause des dispositions qui n'existent pas encore. On n'est que sur des déclarations ministérielles aujourd'hui. Il est évident, en plus, ça a été voté en termes budgétaires dans la loi de finances rectificative hier après-midi, comme quoi il y a bien eu sur ce volet-là environ 8 milliards de mis en œuvre. Donc ça, il y aura les fonds, donc ils vont être distribués. Là, j'ai zéro doute sur ce fait-là. Et nous, en Guyane, on sait, malheureusement par expérience, mars-avril 2017, que ce dispositif qui à l'époque était le dispositif de base, celui qui est légal, a, je dirais, très bien fonctionné. Enfin, globalement, on peut dire que ça a fonctionné. On a été assez rapidement remboursé côté entreprise, ça avait fonctionné. Là, la difficulté, c'est qu'on modifie le texte actuel pour le rendre beaucoup plus large. Au lieu d'être limité à un SMIC, il va aller jusqu'à 4,5 SMIC. Il y aura bien les 4,5 SMIC. Je ne vois absolument pas une seconde l'État changer son fusil d'épaule là-dessus. Par contre, on ne sait toujours pas, malgré de nombreuses demandes, si ça s'appliquera sur la durée légale du travail sur 35 heures ou sur une durée de 39 heures ou plus. Les entreprises qui travaillent plus que 35 heures vont supporter probablement, si on reste dans les textes actuels, 10% de charges qui ne sont pas prises en compte au titre du chômage de l'activité partielle, pour parler comme on doit parler. Bon. Ensuite, on a différents points. On ne sait pas qui vont bénéficier. La ministre a dit, et les mots sont souvent importants, seront indemnisées les entreprises qui subissent une réduction de leur activité. Qui subissent, c'est important, subissent. Elle n'a pas dit qui s'arrêtait. Elle dit celles qui subissaient. Celles qui sont légalement obligées de fermer les commerces hors alimentaires, c'est évident. Celles qui ne peuvent pas travailler parce que leurs fournisseurs ne travaillent pas, je pense que c'est évident. Mais ceux qui ferment alors qu'ils pourraient ouvrir, je ne suis pas sûr qu'ils soient indemnisés. Alors ça, c'est bon. La difficulté ou l'exercice, c'est effectivement d'interpréter les textes. Mais si le gouvernement est de bonne foi, non, mais c'est le principe du droit, c'est de la jurisprudence d'une certaine façon. Si on ne peut pas imaginer qu'en Guyane, dans la situation que connaissent les entreprises, il y a un autre aspect d'ailleurs qu'on va devoir évoquer. On ne peut pas imaginer que soient exclus de ce champ ceux qui, du seul fait de la mise en œuvre de la loi de confinement, on ne peut pas imaginer qu'ils soient exclus à partir du moment où il est établi que la loi de confinement a justement eu pour incidence de faire baisser l'activité ou de l'éteindre. C'est ce point-là que j'aimerais vous comprendre. À partir du moment où l'État dit « vous ne pouvez pas travailler », c'est certain qu'on sera indemnisé. Je crois, alors jusqu'à quelle hauteur? C'est largement remonté à 4,5 fois le SMIC, donc pour le niveau des cadres, pour simplifier, il n'y aura pas de souci avec ça. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, sur 35 ou 39 heures ou plus, ça on ne sait pas. Et puis il y a des moultes détails et cas de figure différents. Et surtout, le texte aujourd'hui n'existe pas. Le texte aujourd'hui, c'est 70% dans les limites du SMIC. Point. Le reste, ce ne sont que des déclarations aujourd'hui. Et à l'heure où nous parlons sur RDI, le Parlement est en train de voir de valider le champ de compétences de l'ordonnance, des ordonnances. Et alors, ce que je ne sais pas, c'est si je pense que ce soir, le Parlement aura voté le principe du champ du périmètre de ces ordonnances. Et si, une fois que c'est voté, est-ce que dans les 10 minutes, le gouvernement émet ces ordonnances, ou est-ce que ça va sortir au fil de l'eau dans la semaine qui vient? Voilà, ça, on ne sait pas. Et c'est quand on aura les ordonnances qu'on saura exactement quelle est la règle. C'est elle qui va modifier cette ordonnance, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code du travail. Aujourd'hui, tous ces codes ne sont absolument pas modifiés. Alors donc, on n'a pas de base légale. Oui,
C'est une inquiétude partagée par toutes les organisations socio-professionnelles et les entreprises, lesquelles manifestement manifestent une certaine défiance. Ils ne mettent pas nécessairement en cause les intentions de l'État, mais ils s'interrogent quand même au vu de l'expérience, sur la mise en œuvre et les modalités. Oui. Alors, mais pour ce qui concerne la Guyane, il y a un aspect qui me paraît important. Le ministre a indiqué dans la première mouture que le cas de certaines entreprises serait étudié cas par cas. Or, on connaît la fragilité de certains nombres d'entreprises en Guyane, non seulement leur fragilité, mais également leurs problèmes vis-à-vis de leur situation fiscale et sociale. Donc, va-t-on établir une liste des canards boiteux, donc des entreprises qui ne peuvent pas être éligibles parce qu'elles étaient en défaillance sur ces plans-là avant le coronavirus, ou est-ce que l'on peut adopter une procédure de sauvegarde relative? Alors, moi, je pense que très sincèrement, je pense que l'État est relativement sincère dans ses volontés d'aller aider les entreprises et de mettre le paquet. C'est vrai que déclencher 300 milliards de garanties pour des nouveaux prêts, c'est quand même pas anodin. 45 milliards de coûts fiscaux sur le budget déjà déficitaire de cette année, c'est quand même pas rien. Hein. N'oublions pas, enfin, juste rapidement, les recettes de l'État français en matière fiscale, c'est 200 à 250 milliards, et là, ils mettent pour un déficit de 90 milliards, et là, ils remettent 50 milliards de déficit supplémentaire. C'est juste énorme. Juste énorme. Donc ça, ils vont être mis en place. Il y a une volonté large d'assurer la continuité des entreprises pour limiter le nombre de faillites. Ça, je crois que la volonté est là, et la volonté des services est claire là-dessus. On a eu des réunions en préfecture avec des membres de l'ex-direct, donc qui s'occupent des entreprises. Il y a une volonté d'essayer de restaffer et de tout prioriser ce qui va être des services des administrations, donc vers les entreprises. Ça va être fait et ça va être souple. Par contre, les entreprises, donc beaucoup d'entreprises vont être aidées, même celles, je pense, qui ont eu des difficultés pour lesquelles leurs obligations vis-à-vis de la sécurité sociale ou des impôts n'est pas à 100% à jour. Je pense qu'elles seront même aidées. Et quand ça va un peu plus loin, ce sera fait au cas par cas. Voilà. Et par contre, moi, je me permets de rajouter au cas par cas tous ceux qui vont avoir effectivement essayé de profiter de la situation actuelle pour essayer de récupérer les subsides de l'État de façon un peu trop facile. Et ça, je pense qu'il faut bien faire attention. Est-ce qu'il n'appartient pas aux socioprofessionnels, aux organisations socioprofessionnelles qui sont quand même le relais principal des entreprises, de faire un peu le ménage dans ce monde-là, parce qu'elles ont, on le sait, elles ont quand même une meilleure connaissance que les administrations, souvent, de la situation réelle des entreprises. Donc, que pouvez-vous faire? Les socioprofessionnels ont relativement peu de moyens là-dessus, puisqu'ils peuvent agir qu'en remontée d'informations éventuellement, mais un syndicat professionnel ne veut pas aller dire à une entreprise « fais pas ça ». Elle est là pour aider ses membres et notamment ses adhérents. Elle n'est pas là pour aller dire voilà. Les chambres éventuellement, les consulaires pourraient éventuellement avoir un travail là-dessus, mais le travail d'accompagnement, M. Lambert, le travail d'accompagnement, c'est quand même d'indiquer aux entreprises si elles sont, oui ou non, en conformité avec leurs obligations sociales ou fiscales. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire de vous des délateurs, mais quand même. Oui, non, mais là, c'est clair, de toute manière, toutes les aides pratiquement sont conditionnées au fait d'être à jour socialement et fiscalement, ce qui n'est pas sans poser de problème. Quand on a déjà eu une crise en 2017 lourde pour certaines activités, notamment encore le tourisme, ce genre de choses, mais pas seulement, et sur un tissu qui était déjà pas très bien, notamment dans le bâtiment, suite à une chute d'activité depuis plusieurs années. Donc là, redemander un nouveau moratoire sur lequel on sait très bien qu'il ne pourra jamais être respecté, parce que la CGSS, légalement, n'accorde que des délais qui sont trop courts et qu'on ne peut pas remonter quelque chose correctement. Voilà. Donc là, il faudra prendre des mesures dérogatoires dessus. Après, on connaît ces éléments-là. Et au contraire, les professionnels essayent de dire aujourd'hui que, attendez, il y a des entreprises qui ne sont pas en situation d'avoir des vrais moratoires et qu'il faut quand même aller les aider parce que c'est des entreprises qui sont viables. Voilà. Et par contre, parce que le fait d'avoir des moratoires et donc d'avoir son quitus fiscal et social, c'est très bien. On sait très bien qu'il y a des professionnels du genre qui sont capables de récupérer des moratoires parce qu'ils savent très bien présenter leur dossier
et y récupérer ces autorisations. Voilà. Et que d'autres, on a beaucoup en Guyane de très très petites entreprises, c'est-à-dire un gars qui travaille tout seul, qui est incapable déjà de faire une démarche, enfin, qui a du mal à faire cette démarche-là, il a déjà à peine accès à Internet, il sait faire son job de base, mais c'est pas, il n'a pas un DRH, il n'a pas un directeur financier, il n'a même pas une secrétaire pour aller récupérer ces attestations-là. Et donc, il y a la moitié des aides qui vont être faites. Enfin, il y a la moitié des toutes petites entreprises, des micro-entreprises, c'est des micro-entrepreneurs, Oui, des petits unipersonnel, enfin entrepreneurs une seule qui ne personne, vont un seul pas être salarié. capables d'aller chercher ces trucs-là. C'est plutôt là que nous, on se bat à la fois à la Chambre de métier et MEDEF et les autres socioprofessionnels pour élargir la base et faire en sorte que ça fonctionne. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler. Enfin, hier, on était en réunion, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais CTG et EPCI avec notamment le MEDEF. Et j'y étais aussi pour mettre en place un prêt local fait notamment auprès des très, 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 très petites entreprises qui, justement, n'ont pas le savoir-faire pour les Alors chercher. justement, c'était la question, Stéphane Lambert, la question qui se pose aujourd'hui à propos des fameuses lignes de trésorerie, des lignes de crédit ou des prêts bancaires. Il y a une clarification qui, semble-t-il, est appelée par tout le monde, c'est de savoir si, d'une part, les entreprises qui ne sont pas en mesure pour l'instant d'acquitter leurs créances, donc de rembourser leurs prêts bancaires, si ces créances-là seront garanties et couvertes. Et deuxièmement, si ces mêmes entreprises, en raison de la diminution, de la cessation d'activité, peuvent avoir accès à de nouveaux crédits. C'est peut-être la question sur laquelle il serait utile d'avoir une précision. La BPI a ouvert des lignes de trésorerie. Alors, la Banque publique d'investissement a ouvert des lignes de trésorerie, mais dans quelle mesure les entreprises y ont-elles accès? Alors, effectivement, c'est une bonne question. C'est qu'aujourd'hui, les 300 milliards de garantie de l'État ne vont s'appliquer qu'aux nouveaux encours, pas aux crédits déjà accordés. Donc, mais c'est un problème. Oui, voilà, c'est un problème. Alors, c'est ce qu'ils ont annoncé, et c'est d'ailleurs le seul projet de texte que j'ai vu sur une ordonnance. C'est le seul qui soit rédigé, enfin, auquel j'ai eu accès. Donc là, c'est que pour du futur. C'est pour relancer l'économie, les projets. Pendant la période actuelle, on continue à lancer des projets. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, et pour les crédits d'accompagnement aussi, aussi garantir les crédits d'accompagnement pour, là, j'ai besoin de 500 000 euros pour une grosse entreprise pour passer la crise. Là, ça, ils vont le garantir. Mais pour les trucs anciens, non, il n'y a pas. Et après, moi, j'ai discuté avec plusieurs banquiers de la place ou régionaux anti-Guyane et qui me disaient, ben, nous, OK, on est garanti par l'État qui, selon le projet, ne va pas garantir à 100%. Ils laisseront une charge du risque à la banque. Et donc, les banques disaient, bon, nous, on va ouvrir les vannes, il n'y a pas de problème, on nous le demande, on nous garantit, on va bosser. Hein, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, en tout cas. Mais on ne le fera pas pour les entreprises qui, avant la crise, auxquelles on n'aurait pas prêté, quoi. Ils vont peut-être prêter un petit peu plus parce que comme ils sont garantis, je ne sais pas à quelle hauteur, le pourcentage n'a pas été donné, mais la BPI va monter sa garantie à 90%. Donc, s'il y a 10% à supporter, ça vaut le coup quand même de bosser et le risque, il est quand même limité. 10% de risque, c'est toujours trop, mais quand même, c'est faible. Ils vont peut-être avoir des curseurs qui vont un petit peu s'élargir et ça devrait permettre à des entreprises moins solides d'accéder au marché. Après, le grand risque, c'est que BPI ou ces banques, elles vont être submergées de boulot. Qu'est-ce qu'elles vont avoir intérêt à faire? À gérer des emprunts d'1 million, de 500 000 euros, des emprunts de 2 000 euros. Oui, les grosses enveloppes, donc, les mais les petits. Oui. Les petits, bah, entre guillemets, ça se justifie, enfin, ça se comprend. Enfin, les petits, c'est 85% du tissu des entreprises locales. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'avec le MEDEF, CTG et les PCI, là, sur ce prêt territorial d'urgence, de soutien, je ne sais plus comment on l'appelle, c'est de vouloir justement aider les toutes petites qui risquent, malgré la bonne volonté de l'État, de passer à côté des mailles. Voilà. Enfin, on va essayer aussi, nous, le relais consulaire, de faire en sorte que les petits artisans et autres qui ne sont pas structurés administrativement, qui ne sont pas à l'aise dans ce genre de choses, puissent quand même accéder aux quelques milliers d'euros. Et c'est vrai que l'État a annoncé 1 500 euros d'aide par mois presque automatique, il suffit de le demander, déjà pour les indépendants. Et ça, c'est déjà une bonne mesure, exceptionnelle. Hein. On n'a pas le texte exact, mais on a compris le mécanisme, c'est déjà très bien. Faut-il juste faire la demande? Alors, question quand même, vous étiez à cette réunion hier, les CTG avec les EPCI, qui sont les établissements publics de coopération intercommunale.
Bon, on est quand même dans une période de tension sur le plan budgétaire et il me semble que la CTG ne dispose pas d'une trésorerie qui lui permettrait d'intervenir dans le monde d'entreprise en cas de crise, que ce soit le monde d'entreprise ou un autre. Est-ce que là ne se pose pas un problème d'échelle? Oui, mais alors, la CTG a ses ressources de différentes sources, notamment de l'activité économique. On l'a vu sur le débat sur l'octroi de mer, c'est que l'activité économique étant en progrès, ça a augmenté considérablement les ressources. Donc la CTG a tout intérêt, même si son budget est serré, d'aller faire un soutien aux entreprises pour que le budget de l'année prochaine soit un peu mieux équilibré. C'est un investissement qui, si on évite le plantage économique ou un trop gros plantage économique, c'est bon pour tout le monde. Enfin, ce sera moins pire pour tout le monde. Voilà. Après, les autres sources de la CTG et des EPCI, ça vient on va dire, de l'État, pour simplifier. Et là, dans les 300 milliards, je pense qu'il va y avoir des garanties qui vont permettre aux EPCI, à la CTG et à toutes les collectivités d'aller chercher des fonds auxquels ils n'avaient pas droit, des fonds européens, du FSE ou autre chose. L'Europe a débloqué 750 milliards de plus, semble-t-il. Je vais avoir les modalités, mais je pense que tout ça, ça va redescendre. Je ne vais pas dire ruisseler, parce qu'on va dire que c'est le mécanisme, mais ça doit pouvoir redescendre et être repris par les différentes collectivités, comme les banques vont pouvoir le faire. Hein. Oui, bah, là, on vous entend bien, mais enfin, on voit quand même un problème potentiel. Vous savez, vous êtes très bien placé pour savoir que le FSE, comme les fonds européens, implique des procédures quasiment de moyen long terme. Donc on se demande comment le tissu des entreprises, puisqu'il s'agit d'aider les petites entreprises, comment l'argent, donc les crédits en provenance de ces fonds lointains, pourront permettre de soutenir l'entreprise dans ce temps de crise-là. Parce que dans un an, ce n'est pas la peine. Bah, exactement, c'est très bien résumé, c'est exactement la problématique. Donc pour répondre à ça, c'est justement le travail de hier en réunion CTG, PCI, MEDEF et Chambres, de dire que on allait aller chercher sur du fonds FSE, enfin, on espérait aller chercher sur le fonds FSE, mais pour le gérer, enfin nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, PCI et CTG, de façon à ne pas avoir cette lourdeur administrative qui je ne vais pas la commenter, ça va encore m'énerver, mais de l'autre côté, faire un truc qui soit souple et rapide. L'ambition, c'est de pouvoir le faire très très vite, parce qu'on l'a vu sur le plan Corail 2, ça a été énorme, c'est honteux ce qui a été fait. Vous savez qu'on avait négocié dès début avril 2017 la mise en place du plan Corail 2, le copier-coller du plan Corail 1. Il a été mis en œuvre en février 2018. Ça ne voulait plus rien dire, et dans des modalités inapplicables. Il a fallu un an à 15 mois pour avoir un plan d'urgence pour votre trésorerie. Voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. Là, on ne veut pas reproduire cette même erreur. Donc, il faut déconnecter le financeur de l'entrepreneur et en mettant une interface qui soit hyper souple. Et là, l'idée que j'ai même entendue au niveau de l'État, là, je reviens sur le plus général, l'idée de l'État, c'est dire, demande aux services, à la DRFIP notamment, vous commencez par payer, vous réfléchissez après. Ce qui va, notamment les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt vont être remboursés normalement, c'est ce qui a été dit, immédiatement, et après on les contrôle. Ce qui est le rôle d'un crédit d'impôt d'ailleurs. Hein. Donc pour la première fois, la DRFIP va faire, la DGFIP, c'est pas local, fera le boulot normalement. On accorde, on est sur un système déclaratif, je déclare qu'on doit me rembourser tant, on me rembourse tant. Voilà. Après, on contrôle si c'est vrai ou pas. Voilà. Et ça, normalement, ça va permettre d'accélérer beaucoup de choses. Alors Stéphane Lambert, pour l'instant, si on cite un chiffre approximatif, 30 ou 50% de réduction d'activité, il va y avoir des fermetures d'entreprises, mais là, on est dans le cadre d'un court terme. Le fameux article 17, bien sûr, ne précise pas des échéances, il voit simplement la possibilité de proroger de 15 jours l'état d'urgence, mais imaginons que, comme certaines rumeurs qui circulent aujourd'hui, disent qu'on sera dans un confinement radical jusqu'au 24 mai, par exemple. Est-ce que ça ou jusqu'au 24 avril ou 24 mai, est-ce que ceci vous alarme? Ça nous alarme. Donc après, on voit bien comment il faut monter graduellement pour que l'acceptabilité monte. Parce que c'est vrai qu'un confinement comme celui-ci ou plus global, si on avait annoncé il y a un mois et demi, personne n'aurait voulu le faire. Mais je pense qu'il il risque de se durcir. Mais la difficulté, c'est qu'on veut aujourd'hui, on sait, soyons raisonnables, on sait bien que ça va durer minimum 2 mois. On voit bien les délais dans les autres pays, ce qu'il a fallu faire.
pour que ça fonctionne. Ça commence à fonctionner éventuellement. Et là, on n'a pas de prévisibilité. C'est que ça nous arrangerait de dire, bon, on va tout fermer jusqu'à fin juin ou fin juillet. Ce serait mieux pour gérer de le savoir. Vous imaginez l'effet de le balancer aujourd'hui. Bon, voilà, il faut un peu amortir, il faut se préparer, il faut gérer, pas créer un clash complet, pas créer des émeutes non plus. Enfin, voilà, il faut le gérer psychologiquement. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est parti pour minimum 2 mois. Enfin, pour moi, c'est une certitude. Pour moi. Bon, sauf qu'on trouve la pilule miracle demain. Mais bon. Et donc, effectivement, la continuité économique risque de ne pas fonctionner et d'avoir déjà des répercussions sur les systèmes d'urgence parce qu'en cascade, ça va aller très vite. Par exemple, on nous parlait des exemples du carton. Sans carton, on ne peut pas faire vivre le pays. Plein de trucs. Le transport. Et si on ne peut pas maintenir les équipements d'une entreprise qui ensuite ne pourra pas aller faire le boulot pour faire autre chose, on est en domino aujourd'hui. On est mondialisé à tous les niveaux et ça risque d'être compliqué. Donc, on aura à court terme, dans les 2-3 mois, si on n'a pas de continuité économique, un vrai problème. Mais plus fondamentalement, on risque d'avoir un vrai plantage et des conséquences beaucoup plus lourdes si ça part en chaîne et si on a vraiment des dégâts importants. Voilà, et je crois, il y a des raisons d'être relativement inquiet si on n'arrive pas à maintenir le minimum. Dans l'économie classique, Stéphane, vous qui êtes expert comptable, dans l'économie classique, quand une entreprise voit son chiffre d'affaires diminuer de 30% en moins de 3 mois, on se dit que là, elle va certainement vers un dépôt de bilan. Par contre, si on passe à des échelles à 50%, dans 2 mois, ou 2 mois et demi, là, on peut avoir une cascade de faillites en chaîne en dépit des dispositions qui sont prises par les pouvoirs publics et qui le seront par ordonnance, donc qui iront relativement vite. La question est de savoir, considérer la situation de la Guyane et la fragilité de son tissu entrepreneurial, est-ce que là, on ne va pas vers une espèce de bérésina qui est la conjoncture du coronavirus? Est-ce qu'il ne faut pas déjà penser aujourd'hui à un plan qui serait un plan transitoire, donc on va dire un plan de sauvegarde transitoire de l'économie guyanaise? Oui, mais c'est ça. Là aujourd'hui, il n'y a pas, au plan guyanais, il n'y a rien de particulier. On a travaillé au plan national pour ce qui concerne la République française. Mais c'est ça, l'idée de mettre 300 milliards sur la table, d'annoncer fortement 300 milliards d'investissements, de garantie pour des investissements. C'est ça l'idée, c'est d'éviter la descente aux enfers. Et moi, je ne suis pas tant inquiet sur la trésorerie. Je pense que les entreprises vont tenir en trésorerie pour beaucoup, pas toutes, mais beaucoup, parce que le plan, il est massif en matière de trésorerie. Aujourd'hui, on nous dit les emprunts bancaires, vous aurez, alors ça va être, j'attends l'ordonnance, mais vous pourrez les prolonger. Alors j'ai 2 versions, 2 échéances mensuelles ou trimestrielles, mais donc je pense qu'on va pouvoir rallonger tous nos emprunts de 6 mois. Bon, ce qui va faire qu'on a 6 mois en trésorerie, il n'y a pas à rembourser les emprunts. Okay, a priori, attendez, ça c'est, on n'a pas les textes. Ça, on ne va pas payer les charges sociales, on ne va pas payer l'électricité, on ne va pas payer le DF, les salariés vont être pris plutôt en charge. Tout ça, donc ça va fonctionner en trésorerie. Et dedans, il n'y a aucun abandon de charges. C'est-à-dire qu'un jour, il faudra les payer après. Et c'est là que les entreprises vont tenir pendant la crise, tenir quelques mois après, mais quand il va falloir faire face à ces remboursements complémentaires, eh bien, on risque d'avoir de vrais problèmes à ce niveau-là. Plus la difficulté de redémarrer, et plus peut-être des services qui n'ont pas fonctionné. Quand la Chine a été en arrêt, on n'a pas été alimenté de la même façon, donc il y a des déstabilisations. Et puis plus, si on arrive sur une crise plus lourde, des mouvements humains, des complexités qu'on peut avoir, il y a peut-être des zones où ça va être très, très compliqué de gérer tout ça. Voilà, donc, il y a une fin d'écroulement global, oui. Stéphane Lambert, vous indiquiez au début de votre intervention que vous êtes à la zone Collery, il y a beaucoup d'entreprises qui sont plus ou moins fermées. Vous êtes expert comptable. Comment concrètement aujourd'hui, justement sur l'aspect des salariés, les entreprises, notamment vos clients, gèrent cet aspect salarié? Est-ce qu'ils font plutôt du chômage partiel? Est-ce qu'ils font plutôt de l'arrêt de maladie? Comment concrètement aujourd'hui ils gèrent ça pour l'instant, pour cette première semaine? Alors, je ne parle pas des entreprises qui sont obligées de fermer. Les commerces hors alimentaires sont fermés, ils sont fermés, point.
Oui, mais ils des sont fois fermés. quand Et même qu'est-ce qu'ils font dedans. avec les salariés? C'est ça ma question. Est-ce qu'ils Oui, les les mettent, salariés, là, en chômage tu partiel? Est-ce qu'ils les mettent ils sont en en arrêt chômage partiel. maladie Globalement, ou en ils sont en congé? chômage partiel. Chômage partiel, globalement, chômage partiel. Aujourd'hui, les textes ne permettent pas de les mettre en congé, sauf cas particulier. Mais non, on ne peut pas les mettre en congé. Par contre, si la crise dure 3 mois, on peut par contre les mettre en congé dans 2 mois, parce qu'on a 2 mois pour mettre les gens en congé. Il y a un préavis. Oui, un préavis. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail ou qui sont en semi-télétravail. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui travaillent sans travailler. C'est un petit peu flou. Et vous savez, il y a aussi un truc un peu compliqué, c'est que dans un certain nombre de métiers, maintenant, on n'est plus à travailler au bureau de telle heure à telle heure, comme à l'usine, quoi. Il y a beaucoup de gens, même hors période de crise, on reçoit des mails à minuit, des WhatsApp, des trucs à des heures, même le week-end. Donc, on n'est plus sur un truc monolithique comme on l'était avant. Donc, on retrouve un petit peu des gens qui travaillent un petit peu comme ça, en télétravail, mais un petit peu beaucoup, pas beaucoup. Là, la difficulté pour beaucoup, ça va être, on fait du télétravail avec 2 gamins dans les pattes, et la performance, le travail est réalisé théoriquement les 7 heures dévolues à l'entreprise, il ne ressemble pas à grand-chose, quoi. Par contre, ça se rattrape un peu plus tôt, un peu plus tard éventuellement. Mais donc, on a un problème aujourd'hui de cumul télétravail et chômage partiel, qui est la vraie réalité économique. C'est ça, c'est que quand je suis en télétravail, je fais 60% de mon taf dans quasiment le meilleur des cas. Voilà. Après, on a des entreprises qui fonctionnent avec des salariés en devant appliquer des mesures barrières, mais c'est pas simple. Ce matin, j'étais autour d'une machine avec un de mes gars. 2 fois, il a fallu dire non, écarte-toi, quoi. Non, et puis il toussait, il mettait pas dans le coude, il n'avait pas pris l'habitude. Alors, après, c'était bon. Mais là, il y a l'éducation, il faut apprendre. Bon, voilà, et j'espère qu'il ne m'a pas contaminé, mais bon, on était en plein air, machin. Je pense qu'il y a un peu moins de risque. Mais voilà, il y a encore des gestes à apprendre, à travailler là-dessus. Puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cas? On a le télétravail, on a les personnes qui sont chez elles, soit en chômage partiel, soit parce qu'elles ont des enfants à garder. Vous vous souvenez qu'il y a aussi la possibilité de se mettre en arrêt de travail parce qu'on a des enfants de moins de 16 ans. Voilà, donc il y a 6 cas de figure. On a à peu près tout qui est appliqué. Mais je n'ai pas de stats aujourd'hui. Et c'est vrai que j'en ai pas demandé pour le moment. Parce qu'on est, moi, en tant qu'expert comptable, on diffuse énormément d'informations. On est au cœur des demandes et tout. Et j'ai informé pour tous mes clients. J'ai fait un groupe WhatsApp, mais sur lequel ils ne peuvent pas me répondre. Je veux diffuser de l'information si on s'est saturé. Là, on reçoit 1000, 2000 WhatsApp par jour, des coups de téléphone un peu dans tous les sens. C'est juste la guerre de l'information, voire de la désinformation. Et on est dans une autre phase en ce moment, je le mesure bien. On est dans une phase où on commence à avoir des supports plutôt bien structurés qui viennent de partout pour lister l'ensemble des mesures gouvernementales. Voilà. Donc ça y est, on commence à en avoir des trucs à peu près carrés, qui commencent à être à peu près fiables. Ça va. Le seul truc, c'est qu'ils sont appuyés par aucun texte. Donc on va voir ça. Et j'espère que ce week-end, on aura les ordonnances pour l'essentiel. Et que là, par contre, on va pouvoir faire des vrais documents et commencer à bosser sur le fond, sur les véritables. Enfin, là, commencer à mettre en place avec des trucs clairs. Le gouvernement, il y a deux, trois trucs qui sont un peu plus carrés sur des explications de ce qu'on a le droit, ce qu'on ne doit pas faire, quelles sont les obligations. Et là, on va pouvoir commencer, je pense à partir de la semaine prochaine, à avoir une démarche plus structurée, plus correcte dans la diffusion de l'information et dans l'organisation, et ce qui va permettre aux entreprises de savoir vraiment ce qu'elles doivent faire. Qu'est-ce qu'elles ont intérêt à faire? Alors, il y a intérêt économique, à un moment donné, il faut survivre, mais j'entends des entreprises qui ne veulent pas perdre un centime dans cette opération-là. Il y a un peu de civisme à avoir aussi à un moment donné, quoi. Et là, il va falloir fixer les règles du jeu. Ou le cas par cas, là, on va se souvenir des gens qui vont profiter. Il y aura des profiteurs aussi là-dedans. Il ne faut pas rêver. Hein. Les personnes qui n'avaient pas trop de boulot, ils vont profiter pour se faire payer par l'État. Hein. C'est clair. Hein. Stéphane Lambert, les entreprises attendaient, on sait avec quel empressement, l'échéance de l'URSSAF du 20 mars dernier, qui apparemment ne sera pas prélevée. Mais le gouvernement dit qu'elle sera lissée d'avril à décembre. Est-ce que là, on peut s'attendre aussi à une évolution des textes, puisqu'avril, nous y sommes pratiquement, et en avril, l'activité sera toujours à l'arrêt? Oui, je pense qu'effectivement. Alors, je pense qu'effectivement, au fur et à mesure, ça va évoluer. Pour moi, aujourd'hui, on était plus sur le fiscal et même sur le social. J'avais une information différente parce que tout ça, ça évolue de jour en jour. En préfecture, on nous avait dit la CGSS,
et la DRFIP, les deux directeurs, hein, c'était donc eux, nous disaient que c'était repoussé plutôt de 3 mois. Et la question, c'était, mais attends, dans 3 mois, on va payer les 2 échéances en même temps ou pas? Et donc là, la demande, ça a été de lisser sur 6 mois. Et là, ce que j'entends, c'est qu'on est déjà parti sur cette idée-là. La réalité, je ne sais pas ce qui sera voté, mais enfin voté, pardon, pas voté, une ordonnance, pardon, décidée, légiférée, mais voilà, ça risque de bouger. Bon, après, c'est à ça qu'on va voir combien de temps les dirigeants pensent que la crise va durer. C'est-à-dire que on peut aussi, s'ils le on lisent peut à aussi partir, ouais. On ils peut vont aussi le se lisser à partir demander, du mois de juillet. Ils vont le lisser à partir du mois de juillet, ce qui nous laisse entendre jusqu'à quand le confinement va durer. parce que l'URSSAF fait quand même lié à l'activité. S'il n'y a pas d'activité, en quoi peut-on justifier les prélèvements qui seraient liés notamment aux périodes de non-activité? Voilà. Pour le chômage, enfin l'activité partielle dit chômage partiel, effectivement, sur les parties indemnisées, il n'y a pas normalement, enfin aujourd'hui il n'y en a pas en tout cas, et malgré avec l'extension, il n'y aura normalement pas de cotisation salariale et patronale en dehors de 6 points de CSG pour le salarié. Bon. Mais surtout les compléments de salaire qu'il va falloir maintenir. Il y a aussi des entreprises qui vont maintenir le salaire pour que leurs salariés ne perdent pas. C'est le cas d'entreprises qui ne veulent pas que leurs salariés perdent pour plusieurs raisons. Donc ces parties-là, il y aura des cotisations. De toute manière, le report ne concerne que ce qu'on déclare. Effectivement, il y aura de toute manière moins de déclarations en avril et en mai, puisqu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas travailler ou qui ne doivent pas travailler. Voilà. Et puis il y a des salariés qui sont à domicile pour des raisons totalement légitimes et qui ne sont pas en télétravail, donc qui ne sont pas payés. Mais il y a encore des entreprises, j'espère qu'on pourra maintenir ça, qui peuvent continuer à travailler. Et là, il y aura des cotisations sociales normales. Nous, évidemment, on demande à ce qu'on ait une réduction pour pouvoir faciliter la relance. Parce que quoi qu'on en dise, une entreprise qui travaille normalement, à quelques exceptions près, ceux qui fabriquent des masques, elle fonctionne moins que d'habitude. Enfin, la tête n'est pas là non plus à travailler. Moi, j'ai un de mes collaboratrices qui me dit ouais, j'ai rien foutu depuis ce matin parce que il y a trop de pression, on est trop en train de se renseigner. Voilà. Il y a quand même. Alors ça va passer un petit peu. Là, dans 1 ou 2 mois, on sera habitué au confinement, on aura pris nos marques. Voilà, donc, voilà. J'espère que ça ne durera pas longtemps. Je pensais au sort des auto-entrepreneurs et notamment qui auront eux accès à ce fonds de solidarité qui leur ouvre un droit à 1500 € par mois. On sait que 80% des entreprises sont créées le sont par des gens qui étaient au chômage, chômage ou en reconversion. Ouais. Enfin, c'est assez massif. Pensez-vous que ces nouvelles entreprises, donc on peut prendre ceux qui ont été créés au cours des 2 ou 3 dernières années, dans ce cadre des auto-entrepreneurs, ne pensez-vous pas que celles-ci soient dès aujourd'hui en danger et qu'elles n'auront peut-être pas le temps d'attendre la mise en place du dispositif lié au fonds de solidarité? Alors, j'espère que ce fonds de solidarité de 1500 € va fonctionner très 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 vite parce qu'en fait, c'est là l'idée, c'est on paye, on réfléchit après. Et donc, normalement, sous 10 jours, on doit pouvoir toucher les premiers 1500 €. Alors, je me méfie parce que j'ai déjà dit ça pour le plan Corail il y a 3 ans et ça a été une catastrophe. C'était honteux, disons que c'était honteux. Mais donc là, ça devrait aller vite. Il y aura des mecs qui vont en profiter qui n'avaient pas droit. Il y en a qui vont le toucher 2 fois, j'en suis sûr. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien vouloir avancer et justement ne pas mettre sur la touche toutes ces personnes-là qui... et puis il y en a qui vont gagner plus avec les 1500 € que ce qu'ils gagnent d'habitude. Hein. C'est ça. Bien, mais alors, s'agissant de l'organisation ou des réponses du monde de l'entreprise, bon, vous êtes à la fois MEDEF, chambre de métier. Est-ce qu'on peut imaginer que l'ensemble des organisations socio-professionnelles puissent agir de façon concertée dans ce cadre-là, ce dispositif qui n'est pas facile, et de ce fait, avoir une analyse avec des éléments de convergence qui soient de nature à anticiper les problèmes qu'on vient de signaler, notamment sur les auto-entrepreneurs et d'autres. Y a-t-il des démarches de ce point de vue-là entre vous? Oui, là, on le sent clairement qu'il n'y a pas de racisme et que tout le monde va travailler dans le même sens. Alors déjà, le monde socio-professionnel guyanais, depuis 2 ans, travaille davantage ensemble. On a créé une structure, la CATEG, pour pouvoir travailler techniquement ensemble. Là, je viens de pouvoir passer un WhatsApp, là, justement, sur la CATEG par une chambre. Donc, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de réunions entre nous, entre les différents socio-professionnels. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive déjà pas... Alors déjà, on a peu d'informations, on n'arrive déjà pas à fournir.
passe notre temps à t'as ça, qu'est-ce que, passe-nous ça. Mais je vois très bien que les supports, ils circulent d'une organisation à l'autre, il n'y a pas de problème. Il y a une époque, ça serait pas, il y a 4 ans, ça ne serait pas passé comme ça. Je peux vous dire. Et donc là, ouais, je ne vais pas parler d'union sacrée, mais on est quand même sur ce tempo-là. Oui. Alors, on voit bien que le gouvernement qui a intégré l'outre-mer à ce dispositif, on ne peut pas faire moins, je l'imagine, mais l'outre-mer connaît, il y a comme des points communs sur les départements concernés, donc la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, même jusqu'à Mayotte. Y a-t-il là aussi un engagement de concertation en vue d'avoir une position qui va montrer la plus grande fragilité des départements d'outre-mer, de l'économie de ces départements vis-à-vis de l'économie nationale? Alors, y a-t-il des démarches en ce sens? Aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais qu'on travaille beaucoup avec côté MEDEF, il y a des échanges avec le national, évidemment, pour coordonner et pas refaire tous le même boulot, surtout. Je ne sais pas, ça va forcément se faire. Après, on n'est pas tous dans la même problématique. Nous, aujourd'hui, on a un point à lever, un point technique qui est tout bête, sur lequel je pense qu'il n'y aura pas l'ombre d'un problème. Mais pour bénéficier de l'activité partielle, c'est une fois tous les 36 mois. Avril 2017, ça ne fait pas 36 mois. Il en manque 2. Donc, toutes les entreprises qui en ont bénéficié en 2007, aujourd'hui, on ne peut pas s'inscrire. Et légalement, il va falloir changer la loi pour ça. Mais on est peut-être les seuls à être dans ce cas-là. Donc là, il va falloir faire une démarche spéciale Guyane, ou peut-être avec d'autres. Et on a intérêt à jouer groupé, toujours, mais nous, on a eu une crise en 2017, les autres n'en ont pas forcément eu. Voilà, il faut savoir mélanger, être mutualisé, travailler ensemble, en tout cas pas se tirer dans les pattes, mais aussi faire valoir ses réalités locales. J'ai une question plus personnelle à poser. Avez-vous une connaissance du chiffre ou du nombre éventuel de chefs d'entreprise qui auraient été touchés par le coronavirus? En Guyane, bien entendu. En Guyane, je ne connais pas. Mais on a peut-être plein de porteurs sains qui ont eu un petit peu de fièvre sans savoir que c'était le coronavirus. D'accord. Donc vous, avez-vous des informations? Alors il y a des informations publiques générales, je pense que tout le monde est à peu près au même niveau, mais vous, en tant qu'organisation socio-professionnelle qui avez des contacts réguliers, si ce n'est quotidiens, avec la préfecture, quelle est votre connaissance du niveau d'extension du coronavirus en Guyane? Non, j'ai pas plus d'informations que ça. J'ai que les informations officielles et je dirais que aucune information qui demande ça. J'ai tous les jours quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un qui a été testé positif. Voilà, et puis 3 jours après qui est démenti. Des fois par la même source d'ailleurs, donc ça c'est bien. Voilà, mais voilà, bon, toutes les rumeurs qui courent. Voilà, bon. Mais non, rien de plus. Puis je pense que comme dans notre système aujourd'hui, c'est difficile de mentir. Bon, on peut mentir un peu, mais pas très longtemps. En tout cas, s'il y avait quelqu'un qui arrivait au char ou au choc en réanimation pour le coronavirus, ça va être compliqué de le masquer, je pense. Stéphane Lambert. Je ne suis pas spécialiste, hein, c'est pas mon job. Ah, on s'en serait douté. Monsieur Stéphane Lambert, merci beaucoup pour votre coopération. Puis je pense qu'on vous retrouvera bientôt sous les antennes de RDI. Merci et bonne journée à vous. C'est plaisir, merci. Au revoir. Luc, on rappelle donc qu'aujourd'hui, confinement oblige, on est obligé de mettre en place ce dispositif. Merci, tu étais en direct de chez toi, de ton domicile. Donc merci Luc d'avoir joué le jeu de ce confinement et puis on se retrouve donc pour une prochaine émission. Voilà, on remercie tous ceux qui ont participé, enfin celui qui a participé, ainsi que le public bien entendu. À bientôt.